Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble le système de collection de Laravel. Alors ne quittez pas cette vidéo si vous n'utilisez pas le framework Laravel parce que vous pouvez utiliser ce système de collection dans votre application et ce, quel que soit le framework que vous utilisez et même si vous n'en utilisez aucun. D'ailleurs, dans cette vidéo, on va utiliser le système de collection dans le cadre d'une simple application PHP qui n'utilise aucun framework particulier. Donc le principe des collections, c'est de représenter une série de données. En ça ressemble beaucoup à ce que l'on peut déjà faire avec les tableaux. Mais l'avantage, c'est que ça va nous permettre d'avoir une API qui est un petit peu plus orientée objet, ça permet d'enchaîner les méthodes notamment, et ça nous permet aussi d'uniformiser les paramètres. Pour comprendre le problème que l'on peut avoir avec les tableaux, je vous propose un exemple concret. J'ai ici un tableau qui contient 4 élèves. Et mon objectif, c'est de sortir le nom des élèves qui ont la moyenne, organiser de l'élève avec la plus mauvaise note vers l'élève avec la meilleure note. Donc la première chose que l'on doit faire, c'est organiser ces valeurs-là. Donc pour organiser les valeurs dans un tableau, on va utiliser usort. Le problème, c'est que usort fonctionne un petit peu bizarrement parce que ça prend en premier paramètre un tableau que ça va modifier. Donc ça veut dire qu'on doit d'abord créer un tableau, qui est une copie de notre tableau en cours, et ensuite, on peut utiliser la fonction usort. On lui passe en premier paramètre le tableau et par quoi on veut réorganiser. Donc ça prendra en second paramètre un callback qui prendra la première valeur et la seconde valeur et on doit lui retourner -1, 0 ou 1. Donc on peut utiliser pour cela l'opérateur TIE Fighter qui ressemble au vaisseau de Star Wars. C'est cet opérateur-là. Donc là, je vais lui dire, je veux que tu compares la note de l'élève 1 à la note de l'élève 2. Et ça va nous permettre de réorganiser le tableau. Si je fais un DD de sorted, ça va me donner le tableau organisé de manière croissante. Si je déplie un petit peu les choses, voilà. Maintenant, j'ai envie de retirer les élèves qui ont une note inférieure à la moyenne. Donc pour cela, je peux faire une petite boucle ou je peux utiliser la fonction EureFilter. Donc par contre, EureFilter, elle fonctionne un petit peu plus normalement, j'ai envie de dire. Elle va prendre en premier paramètre le tableau et en second paramètre la fonction. Fonction qui doit retourner true si on doit conserver la valeur et false sinon. Donc dans ce cas-là, je peux lui dire sorted égale EureFilter. Je lui passe en premier paramètre le tableau et en second paramètre la fonction à exécuter. Cette fonction prendra en paramètre chacun des élèves et retournera true si on doit le conserver et false sinon. Donc moi dans mon cas, je vais retourner est-ce que l'élève a une note qui est supérieure à 10. Si effectivement il a une note supérieure à 10, dans ce cas-là on peut le conserver. Et on va dire que s'il a la moyenne, on le garde. Donc si je réactualise la page, ça va me donner maintenant mes 3 élèves. Enfin, dernière chose que j'ai envie de faire, c'est simplement récupérer les noms. Du coup, je peux utiliser la fonction EureMap. Mais la fonction EureMap, contrairement à la fonction EureFilter, prend les paramètres dans l'autre sens. Ça prend d'abord le callback et ensuite le tableau. Et si je veux enchaîner les méthodes, pour écrire ça sur une seule ligne, ça veut dire que j'écris quelque chose qui ressemble à ça. Donc je lui donne un paramètre le callback, et je lui dis ce que ça doit extraire. Donc ça doit retourner le nom de l'élève. Donc ça récupérera le name. Et ensuite, en second paramètre, je lui passe le tableau, qui est donc le résultat de EureFilter. Et vous voyez, ça commence à être un petit peu compliqué. Mais là, ça me permet d'obtenir la liste des noms. Par contre, quand je fais un JSON en code, ça me donne des clés ici. Parce qu'effectivement, vu qu'on a un EureMap, ça garde les clés. Donc il faudrait faire un EureValues pour réobtenir un nouveau tableau qui contiendrait seulement les valeurs. Et là, ça nous donnerait en JSON en code un bon tableau. Mais vous le voyez, ce code est absolument impossible à lire. Et c'est là que le système de collection va intervenir. Donc ce système est directement mis dans Laravel, mais on va pouvoir l'utiliser, comme je vous l'ai dit, en dehors. Donc si vous cherchez collect sur Packagist, vous allez tomber sur différentes classes qui permettent aussi de faire des collections. Vous avez celle de Doctrine qui a un nombre de téléchargements qui est hyper important parce qu'en fait c'est utilisé dans le framework Symfony. Donc dès que quelqu'un télécharge Symfony, il télécharge Doctrine Collection. Mais au niveau des méthodes qui sont offertes par ce système-là, il y en a très peu. Donc au final, ce n'est pas vraiment utilisable à mon sens. Donc c'est surtout une librairie que l'on va retrouver par dépendance plutôt qu'une librairie que l'on va utiliser. Et vous avez un petit peu plus bas Titanco Collect, qui est un portage justement du système de collection de Laravel. Donc on va commencer par l'installer. Donc au niveau de mon terminal, je vais faire un coup de Composer Require et je vais charger cette librairie-là.
et ensuite je vais pouvoir l'utiliser. Donc elle fonctionne très simplement. D'abord, on doit créer et convertir notre tableau sous forme de collection. Donc on peut le faire de différentes manières. On peut créer une collection en faisant sorted égale new collection, et on prend cette classe-là, et on lui passe au niveau de son constructeur notre tableau. Donc nous, ça serait notre tableau d'élèves. Et tout de suite, on va débugger ça pour voir de quoi il en retourne. Donc globalement, ça va nous donner une classe de type collection qui garde en interne une propriété items qui contient notre tableau original. Une fois qu'on a cette collection, on va pouvoir utiliser différentes méthodes dessus. Et vous avez l'ensemble de ces méthodes qui sont documentées sur la documentation de Laravel. Donc il y en a certaines qui vont paraître familières. On voit par exemple qu'on a map, on a filter, on a max, on a min, on a average, on a plein de choses. Et ça va nous permettre de manipuler notre collection. Et nous, dans notre cas, on veut commencer par réorganiser les valeurs. Donc on va utiliser pour cela la méthode sort. Donc cette méthode fonctionne un petit peu comme sa version PHP. Soit on ne lui précise rien et ça organise les éléments, soit on peut lui passer un callback pour lui expliquer comment organiser les choses. Ou on a aussi un petit raccourci qui est sort by. Sort by va permettre d'organiser par une valeur précise. Donc nous, c'est exactement ce que l'on veut faire. Donc on peut lui dire ici sorted égale notre collection et on lui dit je veux que tu organises par note. Et c'est quand même beaucoup plus simple que ce que l'on a écrit ici. Autre petite particularité des collections, c'est que c'est de manière générale immutable. C'est-à-dire que lorsque vous appelez une méthode, ça va vous renvoyer une nouvelle collection. Ça ne modifie pas la collection originale. Donc c'est pour ça ici que je suis obligé d'écrire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que les méthodes renvoient une nouvelle collection, on peut enchaîner les choses. Donc une fois que j'ai organisé ma collection, je peux lui demander de faire un filter. Donc pour le filter, je lui passe en premier paramètre une fonction, et c'est la fonction que j'avais écrite à cet endroit-là. C'était la fonction qui se chargeait de garder seulement les élèves qui ont la moyenne. Ensuite, je peux faire un map. Donc je vais lui dire, là, d'utiliser la fonction qui me renvoyait juste le nom de l'élève. Et là, je peux peut-être mettre ça sur une seule ligne à la limite si je veux que ce soit un peu plus propre. Mais après, c'est vraiment à vous de voir la lisibilité. Allez, pour le coup, je préfère être comme ça. C'est un petit peu plus simple. Mais là, comme ça, j'enchaîne les méthodes. Enfin, je fais un values parce que je veux faire un array values dessus. Donc ça va me donner ma collection qui est réorganisée. Et si à la fin, je veux obtenir un tableau, je peux utiliser la méthode toArray. Si je fais un dd de sorted, ça va me donner la même chose que tout à l'heure. Donc je vais avoir mes élèves organisés de la plus mauvaise note vers la meilleure note. Si je veux organiser dans l'autre sens, je peux utiliser la méthode sort by desk. Et dans ce cas-là, ça va organiser de manière décroissante. Et je vais retrouver les résultats dans l'autre sens. Si je veux une liste séparée par des virgules, plutôt que de faire un toArray, je peux utiliser implode et rajouter une virgule. Et vous voyez, ça donne une manière d'appeler les choses un petit peu plus en chaîne par rapport au système classique où on mettrait des fonctions qui prendraient d'autres fonctions en paramètres, ce qui serait pas forcément facilement lisible au retour. Et si je fais un dd donc de sorted, là je vais obtenir ma liste séparée par une virgule. On peut d'ailleurs compacter encore un petit peu plus notre code. Lorsque vous voulez créer une collection, plutôt que de faire un new collection, vous avez une petite fonction qui est injectée qui s'appelle collect. Vous lui passez en premier paramètre le tableau que vous voulez transformer en collection et il le transformera en collection. Ce qui vous permet d'économiser cette ligne. Et on pourrait écrire les choses comme ça. Collecte l'ensemble des élèves, organise-les par note, filtre pour ne renvoyer que les élèves qui ont une note supérieure à 10, map pour convertir notre collection et récupérer seulement les noms. On récupère les values, bon ça c'était intéressant pour la gestion des codes mais maintenant ça n'a plus de sens. Et ensuite on implode par une virgule. Et on obtient donc ce résultat-là. Mais il y a encore une petite subtilité, alors c'est un truc un peu magique. Si vous cherchez higher order message, vous allez avoir ce petit paragraphe. Alors on vous dit, je vais essayer de le traduire, les collections vous permettent aussi d'avoir un système de high order message qui sont des courts-circuits, des raccourcis pour effectuer des actions un petit peu communes sur les collections. Et toutes ces méthodes-là, donc ces méthodes qui sont listées, fonctionnent avec ça. Donc dans notre cas, on va pouvoir l'utiliser avec le map. Donc globalement, ça permet en fait ici
de changer ça et de lui dire, bon, ben, je vais mapper, et je vais te donner ensuite une méthode à appeler ou une propriété à appeler qui permettra de récupérer la valeur. Donc par exemple ici, moi je veux récupérer le nom. Donc on peut écrire notre map de cette manière-là. Et dans ce cas-là, ça continuera à renvoyer le même résultat. Alors c'est super déstabilisant, c'est pour le coup quelque chose que j'avais jamais vu employé comme ça utilise le principe des méthodes magiques, mais ça peut permettre de raccourcir pas mal de choses et de gagner un petit peu du temps et de gagner en lisibilité si on accepte cette manière d'écrire les choses. Donc lorsque j'écris map ou n'importe laquelle de ces méthodes-là sans utiliser la méthode, c'est-à-dire sans mettre de parenthèse, dans ce cas-là, le prochain appel que je vais faire va permettre de récupérer la valeur qui sera utilisée. Donc si par exemple je voudrais récupérer la note moyenne, je pourrais écrire les choses de la manière suivante. Je récupère ma liste d'élèves que je transforme en collection, je fais un average, mais plutôt que de lui passer un callback, directement je lui dis, tu ferais un average des notes. Et dans ce cas-là, ça va me donner la note moyenne, ici 12. Et pour le coup, c'est vraiment plus simple qu'utiliser les callbacks. Encore une fois, c'est un peu particulier, je peux comprendre que tout le monde ne soit pas fan, mais voilà comment vous pouvez utiliser ce système de collection. Maintenant, on va voir un exemple un petit peu plus concret, parce que organiser des élèves, c'est bien dans les tutoriels, mais en vrai, on ne l'utilise pas forcément. Donc j'ai ici un système qui va récupérer dans une base de données des articles et des catégories. Donc globalement, je récupère 50 articles et, je sais plus combien, 120 catégories. Donc au niveau des articles, la structure est relativement simple, on a un ID et d'autres informations lambda. On a juste un tableau de catégories que l'on va pouvoir remplir. Ensuite, au niveau des catégories, c'est ce que je récupère depuis une table de liaison, donc chaque ligne contient un post ID, qui est l'ID de l'article à lier, et ensuite j'ai l'ID de la catégorie et des informations. Donc mon objectif, c'est de combiner un petit peu les choses. Donc pour l'instant, je l'ai fait avec une approche, on va dire, plutôt procédurale. Je crée un tableau qui contiendra la liste des articles organisés par ID. Donc ça m'oblige à créer un tableau vide et ensuite le remplir. Et une ligne plus bas, je parcours l'ensemble des catégories. Je trouve l'article auquel est liée la catégorie et je vais rajouter la catégorie à la liste de ces catégories. Et à la fin, mon objectif c'est de récupérer seulement la liste des noms des articles qui n'ont pas de catégorie, et donc je me combine un ArrayValue, ArrayMap et ArrayFilter comme on l'a vu précédemment. Donc tout ça, ça peut sembler un petit peu compliqué, mais justement on va pouvoir réorganiser ça avec un système de collection. Donc d'abord, pour générer ce tableau des articles organisés par ID, c'est beaucoup plus simple. On peut lui dire collectionne les posts, et une fois que tu as fait la collection, je veux que tu fasses un key by. Donc ça permet de générer une nouvelle collection où les clés sont une valeur donnée. Moi, vu que les clés sont facilement accessibles, je peux utiliser le système de higher order message et lui dire tu obtiendras les clés en utilisant la méthode getID sur chacun de mes articles. Si je fais un DD de post by ID tout de suite, j'ai maintenant un tableau où tous mes éléments sont organisés par leur ID. Et j'ai fait ça en une seule ligne, c'est plutôt pratique. Maintenant, je dois parcourir l'ensemble des catégories et trouver l'article qui correspond. Donc là, je peux utiliser une méthode qui s'appelle la méthode get. Get permet de récupérer un élément dans mon tableau. Et je lui passe en paramètre l'ID de l'article qui est censé être associé. Et ensuite, j'utilise la méthode addCategory pour ajouter la catégorie. Donc j'ai maintenant, grâce à cette méthode-là, l'ensemble de mes articles qui sont automatiquement hydratés avec les catégories correspondantes. Et on voit, ça donne bien ça. Ce qui est intéressant avec la méthode get, c'est que ça vous permet aussi de récupérer, de mettre une valeur par défaut si ça n'existait pas. Par exemple, si vous vous dites, j'aimerais bien récupérer l'article qui a l'index, on va imaginer 2000, normalement, si l'index n'existe pas, il faudrait mettre un i7. Dans le cas du système de collection, par défaut, ça renvoie nul. Mais vous pouvez aussi lui dire, par défaut, je veux que ça renvoie 0. Et vous pouvez mettre comme ça des choses un petit peu arbitraires. Donc ça peut vous permettre d'éviter de faire des i7 ou ce genre de choses. C'est intéressant. Bon, après, ça va correspondre effectivement à des cas précis. Mais ce système de for each, on peut aussi l'écrire différemment. Par exemple, on peut se dire, je vais collectionner les catégories. Donc on va appeler categories by ID. Et je vais faire une collection de mes catégories. Mais ces collections, je vais les grouper par l'ID du poste. Donc l'ID du poste, je le récupère avec cette méthode-là.
Donc là, je peux encore une fois utiliser le système de high-order. Et si je fais un DD de categories by ID, je vais obtenir maintenant une liste qui va contenir les différents éléments. Donc par exemple, pour l'article numéro 4, j'obtiens cette collection de nouveaux items. Donc j'obtiens toutes ces catégories-là. Ce qui fait que du coup, je peux écrire les choses différemment. Je peux lui dire, bon, je vais récupérer les articles. Ces articles-là, je n'ai plus besoin de les réorganiser par ID. Je vais simplement lui dire, voilà, tu fais une collection. Sur cette collection, je vais parcourir chaque élément. Donc je vais faire un each. Pour chaque élément, je vais avoir une fonction qui prendra en paramètre l'article et qui va faire en fait un post. Cette catégorise, ça prendra en premier paramètre le tableau. Donc le tableau, je peux l'obtenir en faisant quoi? En récupérant ma collection de catégories organisée par ID, collection que je dois passer du coup à ma fonction. Et je lui dis récupère l'index qui correspond à l'ID de mon article. Par contre, parfois ça peut ne pas être défini, donc je veux que par défaut, tu me renvoies une collection vide. Et enfin, je convertis ça sous forme de tableau vu que la méthode setCategory de mes articles attend un tableau. Donc là, ça va me permettre d'obtenir les articles avec en plus les catégories associées. Si je fais un DD de post, alors peut-être je vais le convertir sous forme de tableau, ça va me donner mes différents articles et là on voit aussi qu'on a notre système de catégories comme au préalable. Donc c'est une autre manière de faire les choses. L'avantage que ça a, c'est qu'on peut continuer à utiliser les méthodes dessus. Donc je peux lui dire par exemple, je veux que tu filtres pour ne me sortir que les éléments qui n'ont pas de catégorie. Donc ça sera une fonction qui prendra en paramètre chaque article et qui retournera un empty de catégorie. Comme ça, on ne garde que les articles qui n'ont pas de catégorie. Et si je ne veux que les noms, je peux utiliser le système de high-order. Donc pour avoir les noms, il faut que j'utilise la méthode getName. Et enfin, j'implode pour récupérer les différents éléments sous forme de liste à virgule. Et là, en une seule ligne, j'ai pu faire toutes les opérations que j'avais besoin de faire. Et j'obtiens un parse error parce que j'ai dû oublier un point virgule. Et là, j'obtiens ma liste d'articles. Si je veux l'afficher sous forme de LI, il me suffit de l'envoyer au niveau de ma vue et de faire ici un UL, un LI et de lui dire je veux que tu affiches les articles et tu vas imploder par un LI qui se ferme et un LI qui s'ouvre. Et dans ce cas-là, on aura notre liste d'articles. Si je réactualise, ça me donne ça. Bon, les plus attentifs d'entre vous me diront oui, c'est un peu débile, t'as rempli les catégories pour rien, t'aurais pu mettre le filtre de base, mais c'était pour vous montrer différentes méthodes. Effectivement, quelque chose de beaucoup plus simple serait ici d'utiliser simplement un filter et de lui dire retourne true si dans catégorie by ID, on n'a rien qui correspond à ça. Donc on va lui dire je cherche si j'ai une clé qui correspond à cet ID. Et si je n'ai pas de clé, dans ce cas-là, je retourne nul par défaut. Et je lui dis, voilà, il faut que ça soit égal à nul. Et dans ce cas-là, effectivement, on obtiendra le même résultat. Mais effectivement, c'est un exemple différent. Dernière petite chose, vous avez la possibilité aussi de d'étendre le système de collection. Imaginons, on va revenir sur notre cas un petit peu simple, j'ai envie de faire une addition de tableaux. On va avoir un premier tableau que je vais lui donner la valeur 1, 2, 3, et je me dis, j'aimerais bien avoir un sum values, par exemple, qui ferait la somme avec un autre tableau de même taille. Donc 2, 3 et 5. Et ça, je le convertis sous forme de tableau, et je le débug. Donc par défaut, vous l'avez vu, quand j'ai commencé à taper add, ou sum values, ça n'existe pas. Si je réactualise la page, j'obtiendrai effectivement une erreur. Donc vous avez la possibilité d'étendre le système de collection en utilisant un système de macro. Donc c'est ce qui est expliqué dans la documentation à cet endroit-là. Donc globalement, on part de la classe collection, on va utiliser la méthode statique macro et ça nous permet de rajouter dynamiquement de nouvelles méthodes. Donc je vais le faire tout de suite. Au-dessus, je fais une collection, macro, et on va créer une macro pour SumValues. Donc cette macro, c'est une fonction qui prendra en premier paramètre une autre collection. À l'intérieur, je dois lui expliquer ce qu'il doit faire.
Donc d'abord, je vais lui dire que si la collection est un tableau, donc c'est if is array ma collection, je dois la convertir. Donc je ferai collection égale collect de collection. Parce qu'effectivement, là, je lui passe un tableau et non pas une collection. Maintenant, je vais parcourir l'ensemble de mes éléments et les additionner. Donc je peux faire ça simplement avec un ArrayMap. Donc je vais lui dire parcours la collection en cours. Et je vais utiliser map pour cela, histoire de renvoyer une nouvelle collection. Et pour chaque élément, je vais récupérer la valeur et l'index. Maintenant, il me suffit simplement de faire un return. Je prends la valeur donc, de mon premier tableau et je l'additionne avec la valeur de mon second tableau. C'est cette collection-là. Là, hop, si j'en ai besoin, je dois faire ça. Donc pour récupérer cette valeur-là, vu que c'est une collection, je peux lui dire « Je veux que tu récupères dans la collection la valeur à l'index donné. » Et par défaut, je te donne la valeur 0 si cette valeur n'existe pas. Et là, on a notre petite macro qui permet maintenant de faire une somme. Si je réactualise ma page demo.php, je vois que ça me donne 3, 5, 8. Donc ça correspond bien à la somme de 1 plus 2, 3 plus 2 et 5 plus 3. Donc ce système de macro est intéressant parce que ça vous permet de rajouter à la volée des méthodes qui sont disponibles maintenant dans toutes les collections que vous utilisez dans votre application. Alors en revanche, je sais, ça fera sûrement grincer des dents parce que beaucoup de gens vont dire « Oui, là, ça c'est quand même dangereux ». Alors je vous mets en garde. Cette approche-là, même si elle est très intéressante, elle a quand même un petit problème, c'est que c'est moins évident pour les personnes qui vont rentrer dans votre code de comprendre et de découvrir les méthodes qui sont disponibles. Parce que si quelqu'un se dit, voyons comment fonctionne le collect, donc ça renvoie une nouvelle collection, et il tombe sur cette classe-là. Donc il voit facilement toutes les méthodes qui sont disponibles. Elles sont directement dans la classe. Avec votre système de macro, si ce code-là est caché quelque part dans votre application, quelqu'un qui regarde ça, il se dit « Ah, je comprends pas d'où vient le sum_values ». Il va devoir chercher un petit peu partout dans votre application pour comprendre d'où ça vient. Une approche un petit peu plus propre aurait été de faire un décorateur. L'inconvénient, c'est que le décorateur, faut ensuite l'injecter partout dans votre application. L'avantage de la macro, c'est que ça rend la méthode disponible dans toutes les instances des collections, même si c'est elle qui existe déjà. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai que ça peut avoir cet effet perverse de rendre votre code moins lisible. Et ça peut aussi poser un autre problème si vous créez une librairie, parce que si jamais quelqu'un a le malheur de définir une macro comme celle que vous avez définie et qui a un comportement différent, ça peut poser des problèmes. Donc je dirais que les macros, c'est quelque chose que l'on va conserver vraiment dans le code final de notre application. Vous pouvez voir ça un peu comme des helpers que l'on pourrait utiliser dans notre vue. Donc à utiliser vraiment avec parcimonie. Donc voilà pour ce système de collection de Laravel. Donc comme je vous l'ai dit, moi c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, je trouve que ça permet de mieux manipuler les tableaux et de les manipuler plus simplement. Donc je l'utilise vraiment pour tout, même pour des projets Symfony, quand je tape des API et que ça me renvoie des données assez complexes, avec ce système-là, ça me permet d'extraire simplement et rapidement différentes valeurs, et ça c'est plutôt sympa. Donc j'espère que ça vous aura donné envie justement de les utiliser, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!